Malgré l'avancée des sciences médico-légales, la sagacité et le travail de fourmi effectué par les enquêteurs, certains meurtres restent à ce jour non résolus. Manque de preuves, pas de témoins ou témoignages insuffisants, peuvent être responsables de cet état de fait. Il existe également des affaires où les indices amènent plus de questions que de réponses. Une fois l'enquête close, il ne nous reste plus qu'à spéculer ou avancer des théories. Laissez-moi vous raconter les meurtres d'Interkaifeck, la ferme de l'horreur. Dans la petite ferme bavaroise de Hinterkaifeck, Andreas Gruber et sa femme Cecilia vivaient et s'occupaient de leurs terres. Leur fille Victoria Gabriel et ses 2 jeunes enfants, ainsi que la domestique Maria Baumgartner, vivaient également avec eux. La ferme isolée allait devenir le théâtre d'événements étranges dans les mois qui précédèrent la fin mars 1922. Ces 6 personnes furent retrouvées brutalement assassinées, lors de ce qui fut connu sous le nom de meurtre de Hinterkaifeck. Les corps de 4 membres de la famille Gruber ont été retrouvés dans la grange, battus à mort à coups de pioche. À l'intérieur de la maison, les corps de la domestique et du plus jeune enfant ont été retrouvés dans des chambres séparées. Les enquêteurs pensent que le tueur était resté dans la maison pendant 3 jours avec les corps des victimes, et malgré une enquête approfondie, ces horribles meurtres n'ont toujours pas été résolus à ce jour. La ferme de Hinterkaifeck a été construite vers 1863, et a toujours appartenu à la famille Gruber. Elle se trouve à environ 70 km au nord de Munich, dans l'État de Bavière, région fondatrice du futur parti nazi. Les personnes présentes dans la ferme étaient Andreas Gruber, 63 ans, sa femme Cecilia, 72 ans, leur fille Victoria Gabriel qui était veuve, 35 ans, les enfants de Victoria Gabriel, Joseph 2 ans, Cecilia 7 ans, qui se prénommait comme sa grand-mère, ainsi que leur domestique, Maria Baumgartner, 45 ans. Andreas Gruber, un homme d'un certain âge, était critiqué par ses voisins et d'autres personnes, pour le traitement extrêmement agressif et brutal, qu'il infligeait à sa femme, ses enfants et ses voisins. S'il était mécontent, le vieux Gruber n'hésitait pas à attaquer les gens avec des objets dangereux, comme une faux, une fourche ou un fusil de chasse. Il était connu pour enfermer ses enfants dans la cave pendant plusieurs jours en hiver, et l'une de ses filles, Sophie, est morte des suites de ses abus. Dans les semaines et les mois qui précèdent la fin du mois de mars, plusieurs événements étranges vont se produire à Hinterkaifeck et dans ses environs. 6 mois auparavant, Madame Rieger, la domestique de la famille, a brusquement démissionné. On a prétendu plus tard qu'elle avait quitté son poste à cause de bruits étranges provenant du grenier, et qu'elle croyait fermement que la ferme était hantée. En mars 1922, Andreas Gruber découvre sur sa propriété un étrange journal de Munich. Il ne se souvient pas l'avoir acheté, et pense d'abord que le facteur l'a perdu durant sa tournée. Mais comme personne dans les alentours n'est abonné au journal, son apparition est d'autant plus intrigante. Tout aussi étrange est la disparition, non élucidée, d'une clé de la porte d'entrée de la ferme. Quelques jours avant la nuit fatidique du 31 mars, Gruber dit à ses voisins qu'il a découvert des traces dans la neige fraîche. Ces traces viennent de la forêt vers la ferme, mais aucune trace ne repart dans l'autre sens. De plus, ces traces menaient vers un hangar, là où étaient entreposées les machines et les outils. Gruber a constaté que la serrure de la porte était cassée. Plus tard au cours de la nuit, la famille aurait entendu des bruits de pas dans le grenier. Gruber s'est alors levé pour aller inspecter et fouiller la propriété. Il n'a cependant rien trouvé de suspect. Il a ensuite raconté à plusieurs personnes ses expériences troublantes, mais a refusé toute aide et a refusé d'informer la police. Un autre incident étrange a été rapporté par un ami d'école de la jeune Cecilia Gabriel. Il a raconté à la jeune fille que sa mère Victoria avait fui la ferme la nuit du jeudi 30 mars, après une violente dispute avec ses parents, et n'avait été retrouvée que quelques heures plus tard dans la forêt environnante. Le lendemain, l'après-midi du vendredi 31 mars 1922, une nouvelle domestique arriva à la ferme. Pour sa venue à Hinterkaifeck, Maria Baumgartner était accompagnée de sa sœur.
Celle-ci n'est restée que quelques minutes avant de repartir. Il est probable que la sœur de Baumgartner fut la dernière personne à avoir vu la famille Gruber et sa sœur vivante. Tard dans la soirée, Andreas et sa femme Cecilia, leur fille Victoria et leur petite fille ont été attirés hors de la maison, par l'écurie vers la grange de la ferme. Et là, un par un, ils ont été attaqués et assassinés. Le tueur avait utilisé une pioche appartenant à la ferme familiale, et leur avait infligé des coups à la tête. L'agresseur s'est ensuite rendu dans les locaux d'habitation, et utilisant la même arme du crime, a tué le jeune Joseph, qui dormait dans son berceau, ainsi que la domestique Maria Baumgartner, qui a été retrouvée dans sa chambre. Les corps de la famille et de leurs domestiques sont restés cachés pendant 4 jours. Le lendemain des meurtres, le 1er avril, 2 hommes, vendeurs de café, arrivèrent à Hinterkaifeck. Lorsqu'ils frappèrent à la porte pour prendre une commande, les 2 hommes ne reçurent aucune réponse. De même, ils frappèrent à la fenêtre, mais là encore, personne ne répondit. Les 2 hommes firent alors le tour de la cour, mais ne trouvèrent personne. La seule chose qu'ils remarquèrent fut la porte de la salle des machines ouverte, mais ne se doutant de rien, ils décidèrent de partir. L'école où Cecilia Gabriel était scolarisée se rendit compte de son absence pendant les jours suivants, et commença à s'inquiéter. De même, les gens remarquèrent que la famille ne se présentait pas à l'église pour le culte du dimanche. Le matin du 4 avril, le mécanicien local Albert Hoffner se rendit à Hinterkaifeck pour réparer un moteur. Il a ensuite déclaré à la police qu'il n'avait vu personne sur la propriété, aucun membre de la famille, et qu'il n'avait entendu que les bruits des animaux de la ferme, et les hurlements du chien de la famille dans la grange. Après avoir attendu 1 heure, il s'est décidé à commencer les réparations qui ont été terminées en 4h30. Plus tard dans la journée, vers 15h30, Lorenz Schlittenbauer envoya son fils Johann, âgé de 16 ans, ainsi que son beau-fils Joseph, âgé de 9 ans, à la ferme de Hinterkaifeck pour tenter de retrouver la famille Gruber. Les garçons finirent par rentrer chez eux et déclarèrent n'avoir vu personne à la ferme. Le même jour, Schlittenbauer se rendit à la ferme en compagnie de Michael Peul et de Jacob Siegel. Les 3 hommes entrèrent dans la grange et y trouvèrent les corps d'Andreas Gruber, de sa femme Cecilia, de sa fille Victoria Gabriel et de sa petite-fille Cecilia. Peu de temps après, Schlittenbauer entra seul dans la ferme et y trouva le corps de la femme de chambre, Maria Baumgartner, et celui du plus jeune membre de la famille, Joseph. L'enquête a été confiée à l'inspecteur Georg Reingruber et à son département, qui avait la lourde tâche de résoudre cette sordide affaire. Dès le départ, l'enquête a été entravée par le fait que la scène de crime était polluée, probablement par le tueur lui-même. Il est entré dans la ferme, déplaçant des corps et des objets, cuisinant même des repas dans la cuisine. Sur un mur de la ferme, un calendrier indiquait la date du 1er avril 1922. Comme il avait été déterminé que les victimes avaient toutes été assassinées la veille, cela signifiait que quelqu'un, probablement le tueur, avait arraché la page du 31 mars 1922. Le lendemain de la découverte des corps, le médecin légiste a procédé à l'autopsie des victimes dans la grange. Il a établi que l'arme du crime la plus probable était une pioche, ou un outil agricole en forme de pioche, avec une lame arquée en forme d'herminette. Les victimes ont toutes subi des blessures atroces. Madame Gruber avait 8 trous sur le côté droit du crâne, tandis que sa fille Victoria en avait 9. Elle a également été frappée à plusieurs reprises sur le côté droit de la tête. Fait inhabituel, des traces de strangulation ont également été trouvées sur le cou de Victoria. La jeune Cecilia avait un trou de pioche sur le côté droit du visage. Elle avait également la mâchoire brisée. Il a été établi que le tueur avait utilisé un anneau de fer, retrouvé caché plus tard dans le grenier à foin, pour la réduire au silence. Cependant, la blessure mortelle qu'elle avait subie, avait été infligée avec un couteau de poche qui avait servi à lui trancher la gorge. La jeune fille avait été retrouvée à moitié nue, certainement dénudée par le tueur. Dans son agonie, la jeune fille s'était arraché des touffes de cheveux, avant de succomber à ses blessures. Ces 2 objets, l'anneau de fer et la pioche, potentielle arme du crime, appartenaient à Andreas Gruber. Les blessures sur son corps étaient très différentes de celles des autres membres de sa famille.
Il a apparemment succombé à une chute sur la pointe de la lourde pioche, retrouvée dans la mangeoire des animaux. Cette blessure lui a sectionné l'artère carotide, provoquant une hémorragie mortelle en très peu de temps. La chair était déchirée sur le côté droit de sa joue, et on pouvait apercevoir sa pommette à vif. Il n'avait pas d'autres blessures. Le tueur avait partiellement caché les corps, les recouvrant de foin et d'une porte en bois. À l'intérieur de la maison, Maria Baumgartner avait des blessures au visage sur le côté droit de la tête, et on a découvert qu'elle était morte d'au moins un trou sur le sommet du crâne. Le jeune Joseph avait été tué dans son berceau, et était mort d'un seul coup puissant sur le côté droit du crâne. Lors d'une première perquisition, l'arme elle-même n'a pas été retrouvée sur les lieux. L'autopsie a montré que la jeune Cecilia était encore en vie plusieurs heures après l'agression. Les crânes des victimes ont été prélevés et envoyés à Munich pour des examens plus approfondis. La police a commencé à interroger les témoins oculaires qui se sont manifestés. Simon Resslander, agriculteur et boucher, raconte que le 1er avril, à 3 heures du matin, alors qu'il rentrait chez lui près de Brunnen, il a aperçu 2 mystérieux personnages à l'orée de la forêt. Lorsque les inconnus l'aperçurent, ils se retournèrent afin de dissimuler leur visage. Plus tard, lorsqu'il entendit parler des meurtres commis à Hinterkaifeck, il pensa qu'il était possible que les inconnus soient impliqués. On a d'abord pensé que le mobile du crime était le vol. Pour cette raison, la police a donc naturellement interrogé des artisans itinérants, des vagabonds et plusieurs habitants des villages environnants. Parmi eux se trouvait l'artisan Michael Plöckel, qui passait par hasard à Hinterkaifeck la nuit suivant le crime, 3 jours avant la découverte des corps. Cette nuit-là, Plöckel a remarqué que le four avait été allumé et qu'il était encore chaud. Il a ensuite décrit comment quelqu'un s'était approché de lui avec une lanterne qui l'avait aveuglé, après quoi il a rapidement poursuivi son chemin. Plöckel a également déclaré que la fumée de la cheminée dégageait une odeur répugnante qui lui rappelait des chiffons brûlés. Bien que signalé à la police, cet incident n'a jamais été suivi des faits, et aucune enquête ultérieure n'a été menée pour déterminer ce qui avait brûlé cette nuit-là dans le four. Les enquêteurs ont rapidement abandonné la théorie du cambriolage lorsqu'une importante somme d'argent a été retrouvée dans la maison. D'après les preuves récoltées, il était clair que le meurtrier était resté dans la ferme pendant plusieurs jours. Cela était évident car quelqu'un avait nourri le bétail, consommé toute la réserve de pain de la cuisine, et avait récemment découpé de la viande dans le garde-manger. Une fouille plus poussée de la maison a finalement permis de retrouver l'arme du crime. Elle a été retrouvée cachée dans une cavité au-dessus de la cuisine, dans un faux plancher. Il s'agissait d'une pioche, différente de celle retrouvée dans la mangeoire des animaux. Mesurant 80 cm de long, la pioche avait été fabriquée par Gruber, qu'il avait lui-même conçue pour tuer le bétail. La lame était montée sur des pinces maintenues ensemble par une vis filetée de 8 mm en saillie, ce qui provoquait des lésions cérébrales chez les animaux, lorsqu'ils étaient frappés avec le dos de l'outil. En fouillant le grenier à foin, où l'anneau de fer avait été retrouvé, la police a découvert des indices indiquant que quelqu'un y avait vécu. Du foin était disposé en pagaille, et celui qui s'y trouvait avait enlevé les tuiles du toit, sans doute pour surveiller les visiteurs. Un tapis avait été posé sur le sol pour étouffer les bruits de pas. Des cordes avaient été attachées à certaines poutres de la grange. La police a émis l'hypothèse que cela avait été fait pour que le tueur puisse se mettre à terre plus rapidement, si quelqu'un entrait dans la maison ou la grange. D'autres preuves de la présence d'une personne dans la grange ont été confirmées par le fait que quelqu'un avait déféqué dans le grenier à foin. Des restes de viande fumée ont également été retrouvés. À l'époque, on pensait que les victimes avaient été attirées dans la grange par l'agitation des animaux. Cependant, il a été déterminé plus tard que les bruits provenant de la grange ne pouvaient pas être entendus dans la zone d'habitation de la ferme. Comme il n'y avait que peu ou pas de preuves pouvant mener à l'identité du meurtrier, les détectives ont commencé à établir une liste de suspects. L'un des premiers suspects avancés fut Karl Gabriel, le mari de la veuve Victoria. Bien que Karl ait été tué par un bombardement à Arras en France, en décembre 1914 pendant la Première Guerre mondiale, son corps n'a jamais été retrouvé. Peu après les meurtres, les gens ont commencé à spéculer sur sa mort pendant la guerre. Victoria a donné naissance à leur fils Joseph en l'absence de son mari,
et le garçon aurait été le fruit d'une relation incestueuse entre Victoria et son père Andreas. Il a été prouvé devant le tribunal, et connu dans le village, qu'Andreas avait violé sa fille, un crime d'inceste pour lequel la ville les avait tous deux condamnés, et pour lequel Andreas avait purgé 1 an de prison. À l'époque, il n'y avait aucune preuve que Karl avait survécu à la Première Guerre mondiale, mais après la fin de la Seconde Guerre, des prisonniers allemands, qui avaient été libérés de leur captivité soviétique, ont affirmé qu'ils avaient été renvoyés chez eux par un officier soviétique germanophone. Ils ont ensuite rapporté que cet homme prétendait être le meurtrier de Hinterkaifeck. Selon cette théorie, l'officier soviétique germanophone serait Karl Gabriel. Cependant, la crédibilité de certains de ces soldats a été mise en doute, et plusieurs d'entre eux sont revenus sur leurs déclarations par la suite. La question de la paternité du jeune Joseph Gabriel pourrait également impliquer un autre suspect dans les meurtres. Lorenz Schlittenbauer, l'homme qui a découvert les corps des victimes, aurait eu une relation avec Victoria Gabriel, peu après la mort de sa première femme en 1918, et aurait été le père de Joseph. Les spéculations sur l'implication de Schlittenbauer ont commencé très tôt dans l'enquête. Son comportement et ses activités suspectes après la découverte des corps a intrigué les enquêteurs. Lorsque Schlittenbauer est arrivé pour enquêter sur le sort des Gruber, avec ses amis Michael Peul et Jacob Siegel, les 3 hommes ont dû briser une barrière pour entrer dans la grange, car toutes les portes étaient fermées à clé. Mais immédiatement après avoir découvert les 4 corps, Schlittenbauer aurait ouvert la porte d'entrée avec une clé, et serait entré seul dans la maison de manière suspecte. C'est là qu'il a découvert les corps de la domestique, Maria Baumgartner et de Joseph Gabriel. Une clé de la maison avait déjà disparu quelques jours avant les meurtres. Il est toutefois possible que Schlittenbauer, qui était à la fois voisin et amant potentiel de Victoria, ait reçu une clé. Lorsque ses compagnons lui ont demandé pourquoi il avait choisi d'entrer seul dans la maison, alors qu'il n'était pas certain que le meurtrier puisse encore s'y trouver, il aurait répondu qu'il était parti à la recherche de son fils Joseph. On sait également que Schlittenbauer a dérangé les corps sur la scène du crime, et par ses gestes inconsidérés, détruit de précieux indices. Plusieurs années après le crime, il est resté au centre des soupçons en raison de ses commentaires étranges, donnant notamment des détails précis, que seul le tueur pouvait connaître. Moins d'1 an après les meurtres et l'enquête, la ferme de Hinterkaifeck fut entièrement démolie. En 1925, Hansi Blager, un instituteur local, découvrit Schlittenbauer en train de visiter les ruines de la ferme démolie. Lorsqu'il lui demanda pourquoi il était là, il expliqua que la tentative du meurtrier d'enterrer les restes de la famille dans la grange avait été entravée par le sol gelé. Cette déclaration bizarre a été considérée comme une preuve que Schlittenbauer avait une connaissance précise des conditions du terrain au moment des meurtres. Cependant, en tant que voisin et familier du terrain local, il a peut-être fait une supposition éclairée quant à la raison pour laquelle les corps ont été laissés empilés les uns sur les autres dans la grange. Pendant des années, on a supposé que Schlittenbauer avait assassiné la famille, soupçon renforcé après que Victoria eut exigé un soutien financier pour la perte du jeune Joseph. Avant sa mort en 1941, Schlittenbauer a intenté et gagné plusieurs procès civils pour diffamation, contre ceux qu'il avait décrits comme le meurtrier de Hinterkaifeck. S'il était le meurtrier ou s'il avait connaissance de certains faits, il a emporté tous ses secrets avec lui dans sa tombe. L'ancienne domestique, Madame Rieger, qui travaillait pour la famille Gruber de novembre 1920 à septembre 1921, a donné les noms de plusieurs suspects à la police. Elle soupçonnait Anton Bichler, un homme du coin qui avait aidé à la récolte des pommes de terre, et connaissait donc les lieux. Elle a déclaré à la police qu'elle pensait qu'Anton et son frère Karl pourraient avoir commis les meurtres. Madame Rieger a affirmé qu'Anton Bichler lui parlait souvent de la famille Gruber. Elle a également déclaré lors de son interrogatoire que le chien de la ferme qui aboyait sur tout le monde n'aboyait jamais sur Anton. Elle prétend aussi avoir vu, au travers de sa fenêtre, Anton parler avec un inconnu, tard dans la nuit. La femme de ménage a pensé qu'il pouvait s'agir de Karl Bichler, le frère d'Anton. Si c'est le cas, il n'avait aucune raison de se trouver dans la propriété des Gruber à une heure aussi tardive. Toujours selon l'ancienne domestique, elle était sûre que les frères Bichler avaient commis ces meurtres horribles, avec l'aide de Georg Siegel,
ce dernier connaissant la fortune familiale. Siegel aurait cambriolé la maison en novembre 1920 et volé plusieurs objets, un crime qu'il a toujours nié. Interrogé, Siegel a déclaré qu'il avait bien sculpté le manche de l'arme du crime, alors qu'il travaillait à Hinterkaifeck, et qu'il savait que l'outil était conservé dans le couloir de la grange. Selon les déclarations de l'ancienne domestique, bien bavard dans la circonstance, les frères Thaler étaient également soupçonnés du crime. On savait que les frères avaient déjà commis plusieurs cambriolages mineurs avant les meurtres. Joseph, l'un des frères Thaler, affirmait connaître les chambres où chaque membre de la famille dormait. Plusieurs années après les meurtres, vers le milieu du mois de mai 1927, un inconnu ressemblant à Joseph Thaler aurait interpellé un habitant de Weidhofen à minuit, lui posant des questions sur les meurtres de Hinterkaifeck, avant de crier haut et fort qu'il était le meurtrier. L'inconnu s'est alors enfui dans les bois et n'a jamais été identifié formellement. Selon une théorie, que je pense très crédible, le meurtrier serait Andreas Gruber, le patriarche de la famille. Il aurait battu à mort et de sang-froid les membres de sa famille. Cela expliquerait pourquoi le meurtrier serait resté à la ferme pendant les 3 jours suivants, le vieux Gruber n'ayant nulle part où aller. Il continua à s'occuper de la ferme et des animaux, prépara les repas, et arracha même la nouvelle date du 1er avril sur le calendrier. La présence d'une personne dans la ferme fut constatée par plusieurs témoins oculaires, dont les 2 vendeurs de café, qui frappèrent à la porte mais ne reçurent aucune réponse, alors qu'il était clair que quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Mais également par Michael Plöckel, qui fut abordé dans l'obscurité par quelqu'un, très probablement Andreas Gruber. Après le 1er avril, personne d'autre n'a visité la propriété, et ceci jusqu'au 4 avril. On a donc simplement supposé que le tueur était resté dans la maison pendant ces 3 jours. Il est plus probable qu'Andreas Gruber ait trouvé la mort dans la grange aux côtés des corps de sa famille, tué par quelqu'un d'autre, le lendemain de ces crimes atroces. L'identité de cet homme n'est pas claire, mais d'après les témoignages et les déclarations de Lorenz Schlittenbauer, le vieux Gruber était violent avec sa fille. Le véritable père du petit Joseph aurait alors tué le patriarche pour se venger. Victoria a dit un jour à Lorenz Schlittenbauer, « Il est préférable que mon père croie que je suis enceinte de lui, sinon il me tuerait. » Le fait qu'elle ait été battue à mort pourrait indiquer qu'Andreas Gruber a appris l'identité du vrai père de Joseph. C'est peut-être pour cette raison que Victoria et ses parents se sont disputés, ce qui a poussé cette dernière à s'enfuir dans la forêt, la nuit précédant les meurtres. Lorsqu'Andreas a appris qu'il n'était pas le père, il s'est mis en colère et a battu à mort les membres de sa famille, étranglant Victoria, avant de la battre à mort avec la pioche. Sa femme et ses enfants ont été battus alors qu'il tentait d'intervenir. Après avoir tranché la gorge de sa petite fille, il a jeté ou perdu son canif dans la paille. La jeune Cecilia a été retrouvée à moitié nue, et on a supposé que le meurtrier avait voulu violer la fillette de 7 ans. Andreas Gruber était un violeur notoire qui avait abusé de sa fille, un crime pour lequel il avait purgé une peine de prison. Il est plausible de supposer que le vieux Andreas avait voulu abuser de sa petite fille, mais qu'il en avait été empêché, peut-être par sa femme avant qu'elle ne meure. Après avoir tenté d'enterrer les corps et avoir constaté que le sol était gelé, Andreas Gruber a passé la journée du 1er avril dans sa ferme, vaquant à ses occupations, mais restant à l'intérieur et hors de vue, lorsque des visiteurs arrivaient, comme le mécanicien Albert Hoffner, qui a déclaré n'avoir vu personne à la ferme le lendemain matin des meurtres. Il a ensuite pris la pioche et l'a cachée dans le grenier, où elle a été retrouvée plus tard. Lorenz Schlittenbauer savait, de par ses propres aveux, que le jeune Joseph était son propre enfant. Il se rendit à la ferme pour parler à Victoria, comme il l'avait fait à maintes reprises dans le passé, et ne trouva personne à la maison. On peut supposer qu'il se rendit ensuite à la grange, et trouva les corps de la famille, ce qui surprit Andreas Gruber, qui fut retrouvé en tenue de nuit au moment de la découverte de son corps. Sachant que son propre fils était probablement mort lui aussi, Schlittenbauer entra dans la maison et trouva les corps sans vie de la servante et du jeune Joseph. Les blessures d'Andreas Gruber permettent de deviner ce qui s'est passé ensuite. Il est tombé ou a été poussé par quelqu'un sur une lourde pioche, ce qui lui a sectionné l'artère carotide. De retour chez lui, Schlittenbauer attendit plusieurs jours avant de décider de la suite des événements.
Sachant pertinemment qu'Andreas Gruber, le meurtrier de sa famille, était déjà mort de sa main, il envoya ses 2 jeunes fils enquêter sur la ferme, sachant qu'ils seraient à l'abri du danger. Lorsqu'ils revinrent sans nouvelles, il s'y rendit lui-même, prenant 2 amis comme témoins. Il entra alors dans la maison, muni d'une clé qu'il avait prise à Andreas Gruber, et découvrit pour la 2e fois le corps de son jeune fils. Ces dernières années, une nouvelle théorie a été avancée par l'auteur Bill James dans son livre « The Man from the Train ». Dans son livre, James affirme que le meurtrier était un migrant allemand du nom de Paul Müller, qui était également seul suspect dans le meurtre d'une famille du Massachusetts, en 1898. Au cours de ses recherches, sur plusieurs meurtres à la hache non résolus, James a épluché les archives de journaux américains, et est arrivé à la conclusion que le tueur avait utilisé le train comme moyen de transport, d'un État à un autre, pour perpétrer les meurtres. Les crimes présumés de Paul Müller aux États-Unis présentent certaines similitudes avec les meurtres de Hinterkaifeck, comme le massacre d'une famille entière dans leur maison isolée, l'utilisation d'une hache de ferme comme arme, le déplacement et l'empilement des corps des victimes, ainsi que l'absence apparente de vol comme motif. Les meurtres à la hache de Villisca, toujours non résolus, dans lesquels une famille a été matraquée à mort dans sa propre maison, ont été attribués à Müller. Les meurtres à la hache aux États-Unis, qui étaient alors monnaie courante, en raison du fait que la plupart des foyers disposaient d'une hache pour couper du bois, ont cessé avant la fin du premier quart du siècle. James soupçonne que Müller, décrit comme un immigré allemand dans les médias de l'époque, aurait pu retourner dans son pays d'origine en 1912, une fois que la police et les journalistes eurent remarqué le type de ses crimes. Selon moi, cette théorie n'a absolument pas lieu d'être. Mis à part le modus operandi, il n'y a absolument aucune preuve de la présence de Paul Müller en Allemagne, et encore moins sur les lieux du crime. Vous l'aurez remarqué, les suspects sont nombreux dans cette sordide affaire. L'enquête a été clôturée en 1955, aucune charge n'ayant été retenue contre les personnes soupçonnées. Le dernier interrogatoire d'une personne d'intérêt a eu lieu en 1986, peu avant le départ à la retraite du commissaire en chef Konrad Müller. Après cela, l'enquête a été close. Ce n'est que mon avis, mais je pense sincèrement que le vieux Gruber est le meurtrier. Il a ensuite été abattu par le père du petit Joseph. Cependant, cette affaire reste officiellement non résolue.